Bonjour tout le monde. Bonjour déjà, un grand merci de vous être connectés ce matin pour ce webinaire sur le thème de l'impact de la couleur dans nos communications imprimées ou dans vos communications imprimées, quoi qu'il en soit, ça reste de la communication imprimée. C'est avec un très très grand plaisir que je vous accueille ce matin, accompagné d'experts. À mes côtés, nous aurons Hélène. Bonjour Hélène. Bonjour à tous. Donc Hélène qui est prescriptrice au sein de France. Ok, donc je me présente. Donc en effet, je suis au service prescription Dentalis. Nous sommes 5 personnes et moi je m'occupe de la région Rhône-Alpes et PACA. Voilà. Merci Hélène. Je serai également accompagnée de Jérôme Noyel. Jérôme, bonjour. Bonjour à tous. Si tu veux te présenter très rapidement. Je travaille chez Antalis dans le groupe Antalis pour les papiers de création depuis plus de 10 ans. Je m'occupe des gammes créatives et premium comme une. Merci Jérôme. Et c'est avec un très très grand plaisir que je reçois également Philippe Roaldès. Bonjour Philippe. Bonjour. Bonjour à tous. Vous pouvez vous présenter très rapidement, mais si on va longuement échanger dans un instant. Oui, donc en fait, je suis designer couleur et en même temps professeur à l'école des arts décoratifs de Paris. Donc depuis du design couleur depuis une trentaine d'années. Voilà. Nickel. Merci Philippe. Et pour rejoindre l'équipe d'Hélène, Philippe et Jérôme, je me présente, Kawita Hamri. Donc je travaille chez Antalis France dans la division papier. Et le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, papier de création. Donc, sur le thème du webinaire d'aujourd'hui, on aura l'occasion de voir le rôle de la couleur, le processus de création des couleurs, donc une partie hyper intéressante que va nous présenter Philippe. On va vous présenter les nouveaux outils Keycolor et Kios Métallique, outils que vous aurez l'occasion de commander juste après le webinaire, puisque je vous enverrai un petit email. Et si vous souhaitez recevoir ces outils chez vous, ou au sein de notre structure, on vous l'enverra avec plaisir. Et on terminera ce webinaire avec Hélène et ses conseils qu'elle a des années sur le terrain. J'insiste sur le fait que ce webinaire, c'est un véritable moment pour moi d'échange et de partage. Donc, n'hésitez pas tout au long de ce webinaire à poser vos questions, laissez vos commentaires sur le fil de discussion et c'est avec un très grand plaisir que j'y répondrai avec mes co-spécialistes sur le sujet. Mais avant de démarrer et avant de laisser la parole à Jérôme, je voudrais juste faire un petit aparté très rapidement pour vous expliquer l'endroit où je suis. Je ne sais pas pour les Parisiens qui le connaissent ou pas encore. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à y venir juste après la levée des mesures gouvernementales ou pour les autres personnes qui monteraient sur Paris. Je suis au sein du Brainstorm Dentalis, donc c'est un véritable showroom dédié aux communications imprimées petit, grand format, un vrai puits pour puiser des idées, pour découvrir des papiers. Il y a plus de 500 papiers différents ici. Donc voilà, je vous invite, quand vous serez sur Paris, donc dans quelques semaines, j'espère, à venir échanger avec nos experts, à disposer des lieux, des salles de réunion, etc. Enfin, en tout cas, quoi de mieux que d'être ici pour parler de couleurs. Et du coup, Jérôme, je te laisse la main. Merci. Rebonjour à tous. Pour commencer, je vais vous parler d'une petite étude qu'on a trouvée dans Computer Art sur l'impact de la couleur, une étude de l'Université de Loyola qui nous dit que la couleur, c'est l'élément qui est enregistré par le cerveau en premier, avant les images et avant la typographie. Donc voilà, ça peut remettre quelques bases et on va passer maintenant à un petit quiz pour essayer de vous démontrer l'importance de la couleur et de la couleur imprimée. Ici, je montre des boîtes du packaging de marque de luxe. En noir et blanc, c'est relativement difficile de reconnaître toutes ces marques. Il y a des éléments de design qui peuvent nous aider. Néanmoins, on n'associe pas tout de suite ces éléments en noir et blanc à des marques. Par contre, avec des informations sur la couleur, même si on n'a pas tout le branding de la marque, on reconnaît différents éléments. À gauche, pareil, vous aurez probablement deviné. Ensuite, on voit qu'il y a des marques, d'autres marques qui ont même déposé des références Pantone pour leur image. L'intérêt, en fait, et les enjeux pour les marques, ils sont variés. Il y a déjà un premier intérêt sur le branding, la reconnaissance. Pour connaître des shopping bags ou du packaging de très loin. Ça fait partie vraiment de l'ADN de la marque. Il y a un autre intérêt pour les marques d'utiliser des papiers de création, c'est la lutte contre la contrefaçon. Il y a de nombreuses marques qui font faire leurs papiers sur mesure, les Sergio Begin par exemple,
Ça aussi leur permet d'éviter la contrefaçon, des productions qui seraient faites à l'étranger, et des experts papetiers comme Arjo Wiggins savent aussi inclure des éléments secrets, parce qu'ils font des papiers de sécurité, dans les papiers proposés à leurs clients afin de leur garantir une production unique. Enfin, dernier point, donc sur Tiffany. Tiffany aussi, c'est une des premières marques à avoir déposé son propre Pantone. Là, l'intérêt pour des marques aussi internationales, c'est de s'assurer que dans le monde entier, toutes leurs filiales soient à même de répliquer, d'imprimer selon la charte couleur. Pourquoi est-ce que c'est si important pour les marques? Parce que David Shaw de Pantone nous dit que la couleur influence entre 50 et 80% les décisions d'achat. Donc, c'est vraiment clé pour les marques de travailler sur la couleur. Ensuite, je vais passer maintenant à l'impact de la couleur et je vais vous donner des petits extraits d'un article que nous avons posté il y a quelques temps sur LinkedIn et sur le site Antalis, dans la partie blog. Nous avons fait un article sur vraiment la couleur et plutôt une approche cognitive avec des interviews de scientifiques, d'experts en neurosciences. Donc, quelques exemples de l'impact, de l'importance de la couleur. C'est un impact sur notre corps et sur la perception du temps. Par exemple, des barres de téléchargement entre une rouge et une bleue, les personnes vont avoir l'impression que la rouge met plus de temps à charger. À l'inverse, sur des flyers, si on fait des flyers de couleur froide comme le bleu, on s'aperçoit que le temps de lecture sera plus long. Ça a aussi un impact sur l'agressivité, puisque les couleurs chaudes augmentent le taux d'adrénaline. Il y a un exemple d'une autre étude pareil, qui nous montre que lors d'une vente aux enchères, lorsqu'il y a un fond de couleur rouge, les enchères montent parce qu'il y a une sorte d'agressivité aussi entre les enchéreurs. Du coup, comme disait Jérôme, donc la couleur a un impact, véritablement un point d'entrée pour attirer les clients, les consommateurs, les lecteurs. Après, ce qu'on peut se dire, c'est que ce n'est pas le seul élément. Donc, la couleur, bien évidemment, on a la texture, on a les effets, on a le toucher, il y a tous ces éléments quand on a un papier qui est très vrai en papier de création, mais aussi dans d'autres supports. Mais en tout cas, c'est un des éléments phares, un des éléments clés. Et on a commencé à travailler avec Arjo Wiggins, qui est donc une usine producteur entre autres de papier de création, sur tous ces éléments-là. Et Arjo Wiggins a travaillé en étroite collaboration avec Philippe Roaldès et son équipe, donc avec l'atelier 3D Couleurs, qui, sur ces gammes de produits, donc aujourd'hui, on fait un focus sur le K-Color et sur le Curious métallique, mais sachez que tout ce travail-là, Philippe, vous allez nous l'expliquer, a été fait aussi bien sur du Conqueror que du Popset, etc., pour donner une vraie uniformité des couleurs, des gammes. Mais là, j'en dis un peu trop. Je vais vous laisser parler, Philippe. Oui. Donc, c'est une collaboration qui existe depuis très longtemps. Ça fait plus de 20 ans qu'on travaille avec le groupe Arjo Wiggins. Et voilà, ça s'est mis en place progressivement. Donc, l'atelier 3D Couleurs à 3DC, c'est une agence qui a été créée en 1978. Et Jean-Philippe Lanclos, qu'on pourra voir sur le slide suivant, nous a permis de développer un concept qui c'est le concept de la géographie de la couleur. Voilà. Donc c'est une histoire de la couleur qui a commencé avec cet homme, c'est le fondateur d'un métier, designer couleur, et il a écrit et nous avons participé à la production d'un certain nombre d'ouvrages sur les couleurs en France, en Europe et dans le monde. Voilà. Mais c'est parti d'une histoire basée sur la géographie de la couleur. Alors, Jean-Philippe Lanclos est originaire du nord de la France, donc avec des couleurs, des matières et une lumière très particulière. Et c'est à l'occasion d'un voyage au Japon. Donc, il est parti pendant quelques temps étudier l'architecture à Tokyo. Et donc, il a été fasciné par les matières, par les couleurs. Et donc, on a une autre lumière et ça a créé un choc chez lui. Donc, à partir suite à ces voyages, donc, il est rentré en France et il a développé un certain nombre de réflexions autour des matières liées à l'architecture. Donc, en fait, ce qui était très intéressant dans le concept de la géographie de la couleur, c'est qu'on travaille les matériaux emblématiques locaux pour s'en servir pour créer l'architecture.
Donc ça a une influence directe sur la couleur, au même titre que le papier peut influencer aussi la couleur naturellement. Donc bon, à partir de ce constat, de ces couleurs emblématiques régionales, il a développé une approche d'analyse un petit peu systématique dans les différents villages de France, dans un premier temps. Donc voilà, alors ça consiste en quoi? C'est des relevés de matière qui donnent des indications par rapport aux couleurs. Donc ça, c'est une approche, on va dire, un peu systématique d'analyse. C'est ce qu'on fait aussi quand on travaille sur des gammes de couleurs telles que celles d'Arjowiggins. On étudie d'abord l'existant, on voit ce que ça donne. Ensuite, on va travailler sur le contre-typage de ces couleurs. Donc, ça crée des nuanciers de couleurs de l'architecture et des matériaux. Donc, on a à la fois des matériaux pour les façades et pour aussi les couleurs ponctuelles. Donc ça aussi, c'est ce qui nous amène à jouer sur les associations de couleurs. On le verra plus tard avec Arjowiggins. Mais c'est très important de jouer sur des associations. Donc on a des couleurs, des règles du jeu qui se mettent en place. Donc on donne ces règles du jeu pour les murs et les ponctuels qui sont les ponctuels des menuiseries. Donc à partir de ces règles du jeu, bon, on imagine comme ça faire de la rénovation ou faire de la construction et donner une certaine unité à des ensembles ou à des villages, ce qui est très important parce que on va respecter l'identité. Par exemple là, c'est la ville de Roussillon. Bon, on voit très bien une certaine harmonie, une certaine homogénéité. Et si vous vous souvenez de l'image de tout à l'heure où on voyait les carrières d'ocre, on est en plein dans ce registre de couleurs, donc on est très très ancré dans un territoire. Donc voilà, ça c'était pour la partie un petit peu plus alors à l'origine de l'histoire de la couleur qui nous a permis de faire ce métier. Ça nous a permis aussi de travailler en collaboration avec des marques. Donc là, le Leroy Merlin, donc c'est aussi pour des questions stratégiques, c'est-à-dire qu'on va dans des départements ou dans des régions avoir des stocks de peinture qui sont des stocks spécifiques pour chaque région. Donc là, ça va nous permettre de gérer un fonds de commerce de stock et de ne pas avoir stocké toutes les couleurs qu'on propose dans nos nuanciers avec le Leroy Merlin. Mais c'est une collaboration aussi qu'on a menée avec la société Weber. Weber, donc, qui est le leader mondial des enduits de façade. Donc là, encore une fois, très orienté architecture, mais donc c'est très axé à la fois sur le patrimonial. Donc là, c'est l'exemple de cette palette de toutes les couleurs d'ocre et de terre collantes. Mais sur la slide suivante, je vous montre une école qui est, elle, très colorée. Donc, on est plus sur un registre de couleurs plus contemporaines. Donc là, on travaille aussi avec des architectes qui sont des architectes contemporains et sur des bâtiments contemporains. Donc, on a un registre de couleurs qui est tout à fait différent. Et là, bon, on est dans un registre de couleurs plus contrasté, plus vive, et c'est quelque chose qui est on va dire dans l'actualité de la couleur de l'architecture. Bon, évidemment, l'atelier 3D couleur ne se résume pas qu'à l'architecture, donc on a élargi nos champs de compétences, bon, comme c'est le cas avec Antalis, sur des produits de plus grande consommation, le papier, mais aussi, par exemple là, l'électroménager. Donc de la même manière que chez Antalis, on a travaillé sur les différentes marques du groupe, là, en l'occurrence, quand on a travaillé avec le groupe SEB, tout le monde connaît ces marques, grand public, Tefal, Roventa, Krups, Molinex. Là, le rôle du designer couleur, c'est de mettre en place des stratégies de couleur pour chaque marque. Donc là, d'où le parallèle aussi avec Antalis. On en parlait tout à l'heure sur différentes marques emblématiques, Popset, Kicolor, Conqueror. Et puis, il y a énormément de marques. Donc, c'est très important de mettre en place des stratégies sur ces différentes marques. Trouver la bonne couleur, c'est très important parce que ça peut être un élément déclencheur de forte croissance. Et en l'occurrence, on a pu le constater sur des produits de grande consommation, par exemple des produits qui sont en fin de design, avec un design un petit peu obsolète. Le fait de changer la couleur, ça peut générer vraiment des progressions de vente assez phénoménales, juste par trouver la bonne couleur au bon moment pour le bon public, avec les bonnes associations de couleurs. Il nous est arrivé de faire progresser les marges de vente de 40% simplement par la couleur. C'est des produits aussi très très grand public sur des typologies de personnes. Voilà, donc on va travailler sur des axes
plus jeunes, plus sportifs, plus anciens, plus cœur de gamme. Donc, c'est important de trouver sa cible et de bien l'analyser. Donc là, en l'occurrence, avec le groupe BIC. On parlait d'une marque Orange en introduction, mais je crois que vous aussi, vous avez travaillé avec cette marque pour définir certains standards. Oui, bon, c'est très évidemment des couleurs emblématiques d'une marque qui sont déclinées sur des produits et de différentes manières. Donc, c'est aussi notre rôle de travailler, de faire évoluer certaines couleurs emblématiques. Ce n'est pas sans risque, mais c'est toujours très, très passionnant. Et voilà, comment les décliner ensuite sur les différents produits en fonction des différents designs. Donc, notre métier, c'est un métier de partage. Donc, voilà, on apporte notre compétence en tant qu'expert de la couleur. Depuis maintenant un certain nombre d'années, on a un petit peu de recul par rapport à toutes ces évolutions. Et on a participé à l'évolution des tendances, évidemment. Donc, c'est pour nous très important d'être partenaire. On travaille en partenariat, évidemment. C'est assez fondamental. Donc, on va pouvoir voir un petit peu les différentes manières dont on a pu collaborer avec cette très belle marque Arjowiggins et papier de création. Donc, on a participé à la mise en place de ce produit, le Paperbook, avec à la fois le Paperbook et puis donc la présentation générale de l'ensemble des marques sur lesquelles on a travaillé dans un autre document qui vient avec le Paperbook, qui nous permet d'avoir une vue d'ensemble de toutes les couleurs. Donc, voilà, ça commence. Alors, c'est on rentre un petit peu dans le détail du travail de coloriste par rapport à une marque. Donc là, c'est ni plus ni moins qu'un audit. On fait un espèce de panorama de toutes les couleurs qui sont proposées actuellement. Donc, on voit quelles sont les forces et les faiblesses de chacune des marques à l'intérieur de ce Paperbook. Et on va s'intéresser plus particulièrement à, alors là, en l'occurrence, donc Curious Collection, la famille des Metallics. Donc voilà, on répartit de manière qui nous paraît, alors ça c'est un petit peu un travail d'expertise, c'est-à-dire qu'on va répartir les couleurs de manière logique, donc des plus foncés aux plus clairs, et puis par famille de couleurs, donc pour voir un petit peu quels sont les manques. On a certains, on voit qu'il y a des trous. Donc, est-ce que ces trous, il faut les combler ou pas? À quoi ça correspond? Donc, on se pose cette question. Évidemment, on va s'intéresser aussi à ce que fait la concurrence. Ça fait partie de notre stratégie. Et on va aussi s'amuser à répartir ces couleurs de différentes manières. Donc, on peut les répartir donc, complètement à gauche sur un axe qui est un axe de couleur du blanc au noir. Donc, on voit ici les différents types de gris qui nous sont proposés. Et puis, autour d'un cercle chromatique, on va voir, qui est au départ, donc ce cercle, on fait tourner toutes les couleurs, toutes les couleurs du spectre. Et on va voir, là, on se rend bien compte que la partie supérieure, donc dans l'hémisphère nord, est beaucoup plus riche. Et donc, on va voir s'il est nécessaire ou pas d'enrichir ces couleurs. On voit quels sont les clairs, les moyens, les foncés, les saturés, donc tous ces cercles concentriques qui sont en fait autant d'indications et on va mesurer Mais bon, ça, ce sont des outils qu'on aime partager aussi avec d'autres experts en interne. Ça nous permet de mieux visualiser la répartition des couleurs. Après cet audit de couleur, Philippe, il me semble qu'il y a une étape un peu plus analytique de la part de votre travail. Oui, ça, c'est quelque chose qui se fait de manière systématique. On travaille en collaboration, évidemment en collaboration avec les équipes marketing et commerciales du groupe. Et ça, c'est quelque chose, ce sont des informations fondamentales. Alors, évidemment, si on se réfère au fameux 80-20 qui est quand même assez, on va dire, courant dans toutes les marques, bon, on a quand même ce besoin d'enrichir la palette des couleurs qui ne se vendent pas forcément, mais qui sont très attractives et qui permettent de montrer la dynamique d'une marque. Donc, c'est toujours très important d'avoir les bons blancs, les bons gris, les bons noirs dans une marque, mais avoir cette opportunité d'aller chercher des accents de couleurs et puis des accents de couleurs qui sont dans la modernité et qui se projettent dans différentes typologies de couleurs, c'est très important de montrer la richesse, la largeur de gamme du groupe. Alors, donc
après cette étape, vous avez développé des concepts. Vous pouvez nous parler un peu de votre inspiration? Oui, alors c'est on va dire que c'est en fonction des différentes marques, de comment elles vont se positionner, qu'on va travailler sur des planches plus conceptuelles, qui sont des planches à la fois de matière, de couleur, de finition. Bon, on verra un petit peu après comment ça peut rentrer dans le détail de tous ces aspects un petit peu texturés. Donc là, on a vu une planche de gris. Alors effectivement, on peut se dire, bah, oui, le gris, c'est une couleur aussi à part entière, donc avec toutes ces complexités. D'ailleurs, là, on le voit dans cette planche-là, plus orientée dans l'architecture intérieure. Donc, on peut imaginer voilà, des papiers du groupe, des papiers d'Arjo Biggings vivre dans ces environnements. Donc, on tient compte de l'environnement. Ça, c'est très important parce que ça nous donne des indications. Bon, on a tous en tête ces tendances très orientées sur des matériaux bruts, tels le béton, toutes ces variations, ces fluctuations dans la matière qui nous donnent des indications sur les différentes qualités de luminosité des teintes. Alors ça, c'était par la partie texture, mais on s'intéresse aussi à d'autres types d'informations. Donc là, si on s'intéresse évidemment pour le papier, il y a le côté très sensuel du toucher. On a un rapport particulier à ce papier donc, quand on va le manipuler. Donc, alors, pour ce qu'il représente dans sa vision, la finition et le toucher, c'est très important. Donc ça, on a des papiers dans le groupe qui sont très marqués. Bon, je pense à Amateur, notamment, qui des textures extrêmement extrêmes avec Skin, par exemple. Donc voilà, tous ces aspects matière, donc il y a des influences matière qui nous viennent de différents univers. Et c'est vrai que l'architecture est un univers qui est en perpétuelle évolution, mais là, on est vraiment dans une dynamique et une créativité au niveau de l'architecture vraiment très importante, et ça nous a beaucoup inspiré pour le papier. Donc là, on voit des aciers Corten, des aspects d'évolution de la matière dans le temps. Donc ça nous donne aussi des indications sur les aspects couleurs. Sur les, oui, que vous utilisez aussi l'architecture, parce que vous savez que c'est des tendances longues, des tendances très longues. C'est un petit peu comme ça qu'on va se singulariser par rapport à des agences de style que tout le monde connaît et qui ont marqué aussi le temps suivant des saisonnalités. C'est-à-dire qu'en fait, on travaille plutôt sur l'aspect textile. C'est les stylistes, ils vont travailler. Les agences de style, elles vont plutôt s'orienter sur des cycles qui sont des cycles de mode. Hein. Donc, en fait, printemps, été, automne, hiver, ce sont des cycles rapides. Le travail d'analyse que nous faisons et que nous avons fait avec le groupe, c'est plus on va dire sur le long terme, donc des cycles qui sont plus longs, hein, puisqu'on est sur des cycles à 3, 5 ans, et donc on renouvelle pas des collections de papier comme on renouvelle des tissus pour des ensembles de collections de mode annuel. Donc, ouais, on travaille sur le pérenne. Et quand on travaille avec l'automobile, quand on travaille avec l'architecture, on est sur des cycles entre 5 et voire 10 ans. Petite indiscrétion et petit rappel pour ceux qui nous suivent. Je pense que ce mood board, c'était pour le développement de Curious Alchemy aussi. Tout à fait. Voilà, donc en fait, il y a une marque dont on ne parle pas spécialement aujourd'hui, mais qui fait partie des... Alors ça, c'est une création de papier. C'est là où on va, je pense, aussi encore plus loin qu'une agence de style, dans le sens où on va être force de proposition d'une nouvelle finition et de nouveaux ensembles de papier texture et dans l'accompagnement. Donc, c'est ça qui est très intéressant aussi. On adore et on aime aller sur place pour voir un petit peu comment ça se passe et comment le papier est fabriqué. Donc, pour nous, l'influence des tendances, c'est très important. Mais il n'y a pas que ça. Il y a ce travail de collaboration avec les équipes internes. Et donc aussi bien tout l'aspect marketing, on va dire, hein, parce que c'est le marketing couleur, et puis l'aspect commercial aussi, parce que c'est très important de voir un petit peu les gens qui sont sur le terrain, les remontées, les perceptions, et puis évidemment les gens de la technique.
Donc tout ça, c'est un ensemble d'informations dont il faut tenir compte au même titre que les informations de tendance et de mode. Mais ça reste, je dirais que la tendance et la mode, ça reste un élément à prendre en compte, mais qui n'est pas le seul élément, évidemment, pour nous. Un point aussi pour vous, c'est le travail sur les accords, il me semble. Très important. Donc là, alors là on revient un petit peu plus sur les effets de mode, entre parenthèses, puisque on va systématiquement sur tous les salons, comme j'imagine tous les designers, les graphistes, les architectes, enfin, tous les gens qui sont dans la création, vont sur les différents salons professionnels où on peut voir des éléments qui viennent se juxtaposer. On voit des objets qui n'ont pas seulement une, mais plusieurs, deux, trois couleurs. Et pour nous, c'est très important de voir aujourd'hui, parce que la couleur, bon, elle change, elle évolue, évidemment, mais ce qui est très important aussi, c'est d'imaginer les associations. Et donc, c'est un petit peu le fil conducteur de notre recommandation par rapport à Arjowiggins, c'était de dire comment est-ce que ces papiers, comment est-ce que ces différentes marques vont pouvoir, à un moment donné, se fédérer autour d'un concept, d'un projet commun. Et c'est ça qui est très important, c'est d'imaginer des marques avec des finitions différentes, puisqu'on a Curious Metal, on a Alchemy, on a Popset, on a Picolor, enfin, on a Conqueror, on a pléthore de marques quand même assez extraordinaires et dont tout le monde a entendu parler. Et l'idée pour nous, c'était pas de choisir un papier comme ça au hasard, mais c'était de choisir un papier qui peut éventuellement s'accorder et s'associer avec un autre papier, une autre finition. Donc ça, c'est pour montrer aussi la richesse de ce que le papier offre aujourd'hui. En fait, le print, c'est très intéressant, mais le fait de pouvoir travailler avec des vrais papiers, des vraies textures, avec des vraies finitions, de belles finitions techniques et pointues, je pense que c'est s'inscrire dans la modernité. Alors, bon, évidemment, là, cette slide, elle est particulière parce qu'elle est très, très, très avant-gardiste. Donc, on est sur des nouvelles générations de pigments qui sont des pigments lumière, on va dire. Donc, on va voir comment, éventuellement, ces nouvelles générations de pigments vont pouvoir être en interaction avec le papier, mais on les retrouve déjà dans les maquillages, on les trouve déjà dans la peinture, dans l'automobile. Donc, ce sont de nouvelles générations de pigments. Et ça, c'est quelque chose on est très, très, très dépendant et très friand de ce genre d'informations. Et du coup, c'est tous ces éléments-là qui vous ont permis de travailler sur l'enrichissement des gammes K-Color et Curious Oui. Metal. Oui, c'est quand on a été, et ça je remercie encore une fois le groupe Arjowiggins de nous avoir laissé travailler avec ces gens en interne dans les laboratoires, parce que bon, on va au cœur, on va dire au cœur de la machine, et pour nous c'est assez essentiel, donc, et c'est très 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 précieux. Et donc là, c'est pas tous les groupes qui nous ouvrent les portes de manière aussi transparente et aussi libre. Donc, c'est très important pour nous d'aller jusqu'au bout de cette recherche. C'est-à-dire que définir une couleur, donner un échantillon, c'est quelque chose de déjà, en soi, c'est déjà très, très bien d'avoir cette information, de la justifier, de l'expliquer, de la partager. Et ensuite, d'aller au cœur de la machine pour voir avec les gens qui fabriquent le papier quelles sont les limites du système, jusqu'où on peut aller en termes de finition, dans la métallisation, dans la profondeur de la couleur, dans la blancheur du papier, dans la texture. Enfin bon, ce sont des échanges avec les équipes techniques qui sont vraiment très importantes et c'est la rencontre de l'industrie et du design. Donc voilà, c'est un mélange de compétences qui pour nous est très 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 important. Donc on montre un petit peu, voilà, sur ces planches, quelques orientations de couleurs avec des effets. Parfois, c'est des tout petits échantillons qui viennent des cosmétiques, de l'automobile, de l'architecture, enfin, c'est du maquillage, du tissu. Enfin, toutes les inspirations sont bonnes à prendre dans la mesure où elles correspondent à un objectif et à un concept qui est bien structuré et bien. Sans trop en dévoiler, voilà, je crois que là, on retrouve du coup la structure de gamme voilà, donc en fait,
Alors, on travaille de manière progressive, hein, c'est-à-dire qu'on va donner des échantillons de couleurs. Ensuite, on va travailler avec les labos internes qui vont nous dire jusqu'où on peut aller. À partir de là, ben, on peut imaginer commencer à faire quelques maquettes qui sont représentatives de la stratégie qu'on met en place. Donc, vous voyez, on a quelque chose qui est extrêmement structuré, avec quelque chose de très progressif, les couleurs profondes, les couleurs demi-teintes, certains pastels, des couleurs évidemment métallisées basiques, et puis ensuite des blancs colorés, et puis avec des effets plus ou moins interférentiels, comme c'est le cas pour avec une lecture à double niveau, une lecture côté vertical et côté horizontal, on voit qu'il y a une vraie oui, harmonie. C'est important pour nous de trouver des... Alors sur la partie droite, bon, on se retrouve avec une ligne qui est complètement des gris relativement neutres, du noir jusqu'au silver white relativement clair. Alors ça, on va considérer que ce sont les naturels, on va dire les plus neutres possibles. Ensuite, on retrouve un petit peu cette neutralité, mais légèrement plus réchauffée. Et ensuite, quand on est sur la ligne des verts, des turquoises, des bleus, donc les couleurs froides, qui s'équilibrent avec les deux lignes rouge, gold, champagne, chartreuse, où on est dans un registre de couleurs plus chaudes. Et puis une ligne de blanc, très importante dans l'univers du papier. Donc voilà, c'est une question à la fois d'harmonie, c'est une question d'équilibre. Et il faut qu'à l'intérieur de ces gammes, il y ait quelques couleurs un petit peu iconiques, emblématiques. Donc, quand on regarde le Super Gold, le Magma, l'Electric Blue, le Peacock, on est sur, on va dire, des couleurs qui sont assez fondamentales. Et en même temps, elles peuvent se mélanger avec des couleurs un petit peu plus subtiles, le chartreuse, le red lacquer, le chestnut. Je sais, pour avoir montré les gammes Curious Metallic autour de moi, il n'y en a pas un qui ne m'a pas dit « Ah, moi, j'adore celui-ci. Ah, moi, j'adore le Peacock. » Et puis, il y en a un qui m'a dit « Ah, moi, j'adore le Magma. » Enfin, on ne peut pas rester indifférent, je trouve, dans toutes ces couleurs qui sont proposées, que ce soit en Curious Metallic ou dans d'autres gammes. Enfin, je pense que vraiment le côté… Très important. C'est très important de travailler aussi sur l'organisation des couleurs les unes avec les autres. C'est-à-dire qu'elles ne s'enchaînent pas les unes derrière les autres n'importe comment. Elles sont toutes faites pour cohabiter et se valoriser l'une l'autre. Donc voilà, on va comme ça à l'intérieur du système et de la machine. Donc on fait les essais industriels, on va sur place. Donc on accompagne les équipes le plus possible. Et donc je pense que ça se ressent aussi justement dans la présentation. C'est pour ça que les gens ont envie d'en savoir plus, de comprendre comment ça s'est passé. Je pense que pour les gens qui sont sur le terrain et qui échangent avec les graphistes, c'est très important de transmettre ces informations à toutes les personnes qui sont en relation avec les créateurs. Et alors nous-mêmes, hein, enfin, c'est quelque chose qu'on a fait aussi en interne, c'est-à-dire qu'on a validé auprès d'un panel de graphistes qu'on a choisi. On est allé sur place avec eux, on leur a montré les gammes et on a validé avec eux le bien fondé de ces stratégies mises en place. Donc bah là, on nous voit. Du coup, Jérôme et Philippe, je vous propose de nous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. En vrai, en concret, les papiers, est-ce qu'on a quelque chose pour nous? Parce que là, on est dans… Voilà, ben, en fait, quand on est à l'intérieur de l'usine, alors évidemment, c'est très impressionnant parce qu'il y a un contraste énorme et saisissant. Quand on voit ces machines énormes, ce bruit incroyable, ces vapeurs qui se dégagent, bon, c'est un univers assez dur hein, quand même. Et ces machines, elles sont vraiment énormes. C'est de la vapeur, ça fume de partout, c'est très impressionnant. C'est des cylindres et des cylindres de matière qui se déversent comme ça. Et au milieu de cet univers de ferraille, on va dire, c'est quand même, bon, évidemment, très maîtrisé, très technique, mais on voit une fine lame de papier qui circule entre ces rouleaux et ces machines incroyables, et on voit toute la finesse et la fragilité de ce papier, et la beauté aussi, c'est ça qui est magique, parce qu'on voit tout le travail, la maîtrise technique des gens qui fabriquent ces papiers. Voilà, donc c'est fabuleux. Et on est là dans les laboratoires à imaginer comme ça des mélanges de couleurs. C'est très, très intéressant. Et je crois, Jérôme, sans vouloir encore une fois précipiter les choses, mais il me semble que tu as une vidéo à nous présenter qui met vraiment en lumière toutes ces structures de gamme, toutes ces couleurs, toutes ces teintes.
Est-ce qu'on peut la projeter maintenant? Bien sûr, on va y aller. Donc, comme tu l'as montré, il y a une double lecture sur la gamme Curious Metallics, qui est la même chose sur la gamme K-Color. En fait, les deux gammes se parlent et je pense que je vais juste laisser un dernier point pour Philippe. Voilà. Qui est vraiment, l'idée, c'était de construire sur K-Color et Curious Metallics deux gammes qui se parlent. Oui, il y a beaucoup de cohérence entre ces deux gammes qui sont un petit peu structurées de la même manière. C'est qu'on a une lecture verticale et une lecture latérale. Et c'est pas parce qu'on a un rouge chez Curious Metallics qu'on peut pas avoir un rouge chez K-Color. Il va falloir justement trouver le bon rouge pour la bonne marque et de caractériser ces différentes marques. Donc, l'idée, c'était de faire en sorte, ça on en a parlé, mais on insiste pas mal là-dessus, c'est de pouvoir faire cohabiter un pink quartz avec un pastel pink, un chili pepper avec un red lacquer. Enfin, c'est de mélanger les couleurs entre elles. Voilà, donc on le voit ici, par exemple, on a 3 couleurs. Ces 3 couleurs, suivant l'ordre dans lequel on les met, bien on a des proportions qui sont différentes et donc on a une perception qui est complètement différente. Donc, évidemment, 3 couleurs, choisir les 3 couleurs, les associer et ensuite travailler sur les proportions. Eh bien, nickel, merci. Merci Philippe. On a quelques applications en Curious et en K-Color. Et on a le plaisir de vous présenter l'outil ArjoWiggins. Je rappelle, cet outil, vous pourrez le commander juste après. Vous allez recevoir un petit mail si. Alors, est-ce qu'on a le son? On n'a pas le son, mais c'est pas très grave. Donc, nous avons 2 boîtes différentes, une boîte Curious métallique et une boîte K-Color, où à l'intérieur, nous allons avoir. Quelle est la question? Donc, on a la boîte, bien évidemment. On a les cartes. Donc, on a autant de cartes qu'il y a de couleurs ou de teintes dans les gammes Curious et K-Color, accompagné d'un livret. Donc, dans ce livret, je vous laisse regarder. On a nos 48 couleurs de K-Color. Comme on le disait tout à l'heure, avec les lectures horizontales et verticales. Vous allez pouvoir toucher le papier, jouer avec. Et c'est ce qu'on disait, l'objectif, c'est aussi de Curious métallique qui se présente de la même manière. On a nos 30 couleurs qui se lisent de la même manière, horizontale, verticale. Et ce qui va être intéressant avec ces 2 outils complémentaires, c'est qu'on va pouvoir jouer avec, faire un jeu de mix and match, de se dire, bah tiens, est-ce que si je mettais cette teinte-là de K-Color avec celle-ci en Curious métallique, est-ce que mon message, est-ce que ma communication va être encore plus aboutie? Dans ce livret-là, vous avez ce qu'on a proposé, les perfect match, donc les paires parfaites, comme on peut dire. Mais après, à chacun de prendre nos cartes et de jouer avec et de créer le binôme, le trinôme, peu importe, idéal pour nos communications. Donc voilà, tout travail de Philippe et des équipes d'ArjoWiggins, c'est à quoi aboutit. Donc, voilà. On voit rapidement des petits exemples de mix and match au sein d'une même gamme sur K-Color ou sur Curious Metallics. Les gens adorent mélanger les couleurs. Il y a un intérêt aussi un peu plus technique. Et Hélène, je crois qu'elle va nous donner des conseils. Je parle des… Oui, alors, bon, donc, rebonjour à tous. Donc, Hélène Gallou à la prescription. Donc, en effet, je donne quelques petites astuces à des clients en clientèle. Donc, souvent, le choix du papier se fait à la préparation. Donc, on a mis le papier, donc l'impression couleur ou l'impression sur papier coloré. Donc, généralement, les blancs, quand on imprime sur un papier blanc, on a plus de couleurs, donc on a plus de temps à passer sur traiter les fichiers. Et donc, et l'épreuve est nécessaire la plupart du temps, alors que d'imprimer sur un papier coloré, c'est un gain de temps, c'est plus facile. Et on choisit directement son papier et du coup, on peut utiliser une encre noire ou métallique, ça fonctionne parfaitement. Et s'il le faut, donc utiliser un blanc de soutien pour couvrir le papier. Sur les papiers colorés, on le voit, on a donc moins de temps. Alors là, on n'a pas parlé encore de prix, là on en est à la préparation. Donc sur la préparation, on a moins de temps, donc pas d'épreuve.
Et voilà, donc c'est ce que je voulais dire par rapport à l'impression offset, l'encre métallique et le blanc de soutien. Sur le prix, en effet, généralement, comme on fait une épreuve qui est nécessaire avant la production, c'est vrai que ça prend plus de temps. Alors que si vous partez sur un papier coloré directement, le processus d'impression peut partiellement compenser ce coût. C'est-à-dire qu'on choisit son papier, on évite de faire de la couleur, donc du coup on se sert du papier comme couleur et on va faire le processus d'impression, on va faire un marquage à chaud, un gaufrage, une dorure, un vernis, quelque chose de très sobre pour se servir de la matière du papier. Voilà. La qualité. Alors pour la qualité, donc c'est la slide, voilà, donc imprimé sur des papiers blancs, il peut y avoir une variation de couleur entre la première et la dernière page imprimée. Et le rendu des couleurs peut aussi, le rendu des couleurs peut varier d'un papier à l'autre. Donc ça peut être plus intéressant d'imprimer directement sur un papier coloré, parce que le papier coloré, lui, garantit une constante au sein d'une seule et plusieurs fabrications. Donc, on va faire toujours la même couleur. Donc, ça va vraiment avoir un rôle, le fait d'avoir un papier coloré va avoir un rôle très important, le fait de le choisir en amont. Et puis, bon, ce qui est des conseils techniques que je peux donner à faire ou ne pas faire, donc l'impression sur un papier blanc, généralement, nous recommandons aux clients de partir sur un papier traité en surface, qu'on appelle les papiers fermés, ce qui permet d'avoir une image de haute qualité, 130, 150 dpi, qu'on peut augmenter à 220. On peut utiliser des tons directs, il faut utiliser des tons directs pour un logo. Penser à la coloration des tranches, oui, parce que souvent, c'est pas très élégant d'avoir une tranche blanche, donc bien le penser à le faire. Vérifier aussi les guides d'impression et le profil ICC. Ça, c'est important pour les papiers blancs. Surtout, ne pas appliquer de vernis, parce que ça n'a aucun intérêt, ça va altérer le toucher du papier. La plupart du temps, on recommande aussi de ne pas partir sur des papiers qui sont recto-verso différents, mais plutôt utiliser des papiers qui ont le même grain, qu'on appelle les deux faces. N'imprimez surtout pas de texte fin ou petit en 4 couleurs, parce que il faut absolument éviter les erreurs de repérage sur machine. Voilà, c'est ce que je pouvais dire sur l'impression couleur sur les papiers blancs. Au contraire de l'impression sur papier coloré, déjà d'une part, nous en tant que prescription, on va dire aux clients, consultez votre imprimeur pour avoir tous ces procédés d'impression adaptés à votre projet, ce qui est important. On va aussi lui recommander, bien sûr, s'il fait du numérique et qu'il veut absolument mettre une encre blanche, d'utiliser des typologies de machines qui sont équipées, comme les HP Indigo, d'encre blanche. Ou sinon, faire de la sérigraphie. Parce que c'est vrai que le blanc traité en offset ne va pas ressortir si vous ne faites pas de sérigraphie. Bien sûr, jouer avec les différents papiers, les différentes couleurs dans les gammes pour un match parfait, puisqu'on voit que le fait de mélanger ces couleurs qui ont vraiment eu un travail, qui ont été traitées en amont, dont on a fait un travail colossal pour rechercher ces tons qui existent dans l'architecture, dans l'environnement, etc. Donc, les utiliser pour le papier. Utiliser un blanc de soutien pour assurer un bon contraste. Ça, c'est souvent le cas, parce que si le client veut absolument avoir un visuel sur un papier foncé, on lui conseille d'avoir un blanc de soutien. On recommande aussi de ne pas utiliser des papiers noirs avec carbone, parce que quand il y a une dorure à chaud, il peut y avoir une oxydation, ça, c'est très important. Et surtout de vérifier la résistance à la lumière, surtout si votre projet a une longue conservation, c'est-à-dire qu'il est exposé à la lumière, et donc c'est assez important, donc il faut bien le prévoir à l'avance. Et surtout, ne vous limitez pas au recto verso si vous choisissez donc un papier, mais jouez plutôt sur la faisabilité de faire une impression, un marquage à chaud, une dorure, un vernis, mais d'utiliser vraiment le papier comme une matière et d'apporter une touche supplémentaire à votre création. C'est ce qui est important et c'est ce qu'on recommande aux clients. Voilà, c'est vraiment les petits trucs et astuces qu'on peut donner aux clients
quand la question du papier se pose en amont. Voilà, écoutez, je vous remercie. Merci, Moi, c'est Hélène. ce que j'avais à dire sur, voilà, là, c'est les crédits d'impression. Voilà. Ce que je vous propose, c'est de passer aux questions. Merci à tous. Merci. C'est de passer aux questions que l'on a eues sur le fil d'actualité. D'ailleurs, n'hésitez pas, il nous reste 1 minute à poser vos questions. Allez, première question pour Jérôme. Une question plutôt simple. On nous demande où sont fabriqués ces superbes papiers. Donc, Arjo Higgins dispose d'usines en Écosse et en Espagne. Pour ce qui concerne les gammes qu'on a présentées aujourd'hui. Il y a aussi Arjo Higgins, pour information, aussi une usine en Chine. Nickel, merci Jérôme. On nous demande aussi comment recevoir les box qui ont été présentées, donc K-Color et Curious Metallic. Vous allez recevoir aujourd'hui, je ne sais pas à quelle heure c'est prévu, mais en tout cas, vous allez recevoir là un mail dans lequel vous allez pouvoir commander vos outils. Et c'est avec grand plaisir que l'on vous les enverra. Autre question pour Hélène ou pour Jérôme, peu importe. Est-ce que le Curious est recyclé ou y a-t-il une version du Curious en version recyclée? Je sais pas. On avait des versions, maintenant Curious Metallic est disponible uniquement sur fabrication en 100% recyclé. Oui. Ça l'était auparavant. Nous avions cette gamme qui était donc recyclée. Comme il y avait au niveau des teintes, il y avait quand même un petit peu de différence. Donc, c'est vrai qu'on s'est dit que c'était un petit peu plus important de le faire dans d'autres matières que de le faire dans des Curious. Voilà, c'est pour ça qu'on a abandonné l'idée. Mais, en effet, comme le dit Jérôme, c'est possible de fabrication. Tout à fait. Voilà, merci. Hop, je regarde juste si je n'ai pas d'autres questions. Pour le moment, on n'a pas d'autres questions qui sont arrivées. Quoi qu'il en soit, vous avez les coordonnées, nos coordonnées. N'hésitez pas à nous contacter via l'email que vous allez recevoir ou toute l'équipe d'Antalis. Donc, comme le disait Hélène, nous avons 5 prescriptrices en France. Nous avons une question technique qui arrive. Je laisse la personne saisir sa question. Pourriez-vous me donner une astuce pour un rendu en or enquadré? Je repose la question. Pourriez-vous me donner une astuce pour un rendu or enquadré? Je te laisse la main, Jérôme. Oui, Willem. Il y a des points intéressants. Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je disais que consultez votre imprimeur, surtout pour connaître ses procédés d'impression. Parce que c'est vrai que gravage de Pierre Talagrand. Oui, alors je connais Pierre, c'est vrai qu'il est très pointilleux sur les papiers. Alors Pierre, faire un or en offset, en traité en offset, ça va être beaucoup plus délicat, c'est-à-dire qu'on va avoir un traité or, mais qui ne va pas ressortir comme une véritable dorure à chaud, un marquage à chaud. Donc c'est vrai que c'est pas qu'on déconseille, c'est possible de le faire, mais ça n'a pas d'intérêt. Si vraiment le fait d'utiliser un papier matière et d'apposer une dorure à chaud, un marquage à chaud, c'est beaucoup plus créatif. Enfin, pas créatif, mais ça donne beaucoup plus de résultats que le traité en offset. C'est possible de le faire en traité en offset, à ce moment-là, de le voir avec un imprimeur équipé de machine HUV. Mais c'est vrai que après, ça va être... c'est une question de coût, oui, en effet, oui. Je vois. On risque sur un papier, un petit color, un foncé, un bleu, par exemple, je pense qu'il risque d'avoir besoin de quand même plusieurs couleurs de soutien avant d'imprimer le ton métallique or. Donc, en fait, tous ces passages, tous ces tests, les risques de problèmes de repérage, c'est peut-être aussi plus intéressant d'essayer de partir directement sur un marquage. C'est ça, en effet. Donc, on nous demande aussi la plage de grammage de ces gammes-là. Juste en exemple, en K-Color, on va du 90 grammes au 450 grammes. Tout à fait. La plage de grammage est aussi importante. Je peux juste vous conseiller d'aller sur antalis.fr où vous retrouvez toute l'offre de tous les grammages, toutes les teintes sur l'ensemble de nos gammes. Ce sera plus large comme réponse. Je regarde juste parce qu'il y a d'autres questions qui arrivent. Je regarde en parallèle. Question de Jérôme. Bonjour. Côté presse numérique, ces gammes peuvent-elles convenir?
Certaines gammes, oui, sont accessibles en numérique, aussi bien pour les deux typologies de machines, c'est-à-dire l'HP Indigo ou la Drag Toner, c'est-à-dire le tonnerre à sec, Konica, Xerox, etc. Mais tous les papiers ne fonctionnent pas aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on n'a pas fait suffisamment de tests en amont auprès d'HP ou pour les garantir totalement. Ça peut fonctionner, mais ces papiers-là n'existent pas dans le format numérique. Donc les imprimeurs équipés de numérique préfèrent acheter des produits qui existent déjà dans les formats. Donc, il y a des tas de possibilités, on peut faire des essais. Après, tu as également des produits déjà avec oui. Iton. Il y a déjà une gamme numérique qui existe, avec des papiers qui sont garantis passage numérique. Voilà. Se servir au préalable de ces gammes-là, et on peut leur donner des outils s'il le faut. Et pour répondre aussi, donc en dry toner sec, Xerox, iGen et autres, globalement, jusqu'aux 250-240 grammes sur les teintes claires, ça fonctionne très bien, que ce soit sur Curious Metallics, aussi sur Picolor. Et après, voilà, comme le disait Kautar, il y a des gammes dédiées à aux presses HP Indigo Liquid Toner. Donc, les gammes high-tone, c'est vraiment le procédé avec les meilleurs résultats en termes d'adhérence, vraiment tous les meilleurs résultats en termes d'impression pour HP Indigo. La gamme high-tone disponible sur Curious Metallics, sur Picolor et aussi sur l'ensemble, sur une sélection de toutes les gammes Arjo Begins. Exact. Merci. Dernière question. Ou pas, peu importe. Peut-on avoir le support du webinaire par mail? Donc ça, c'est une question pour moi qui organise ce webinaire. Oui, vous allez recevoir un lien avec un replay si vous souhaitez voir un replay ou partager avec vos collègues tous les messages qu'on a eus ce matin. Donc voilà, écoutez, ce que je vous propose, c'est de clôturer ici, à moins qu'il y ait une dernière question qui arrive là tout de suite, mais a priori non. En tout cas, un grand merci à vous de vous être connectés, d'avoir partagé avec nous ces moments. Un grand merci à Hélène, Philippe et Jérôme de m'avoir accompagné. Et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux webinaires. Merci à tous. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne journée. Au revoir à tous.